et point d'étape. Et pour ce faire, on va donc accueillir Olivia Molin de l'ARS, Frédéric Lheureux de l'assurance maladie et Yannick Sicot de l'assurance maladie, Guillaume Marliot et c'est Julien Petit de l'Omédite qui va animer en fait cette thématique. Olivia. Donc, on va commencer par un petit point d'actualité, un point d'étape du CAQES entre la contractualisation, voilà, il y a des résultats aussi avant la période contradictoire du CAQES. Donc Olivia, à toi. Merci Julien. Ah oui, pour le PP. Alors. Hop. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Donc, je suis Olivia Molin, je suis chargée de mission à l'Agence régionale de santé, référente notamment sur donc les CAQES, contrat tripartite signé entre l'ARS, l'assurance maladie et les établissements de santé en région. Donc l'objectif de mon intervention, c'est de faire vraiment un point d'étape sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur les CAQES. Donc j'ai déjà souhaité faire un petit rappel du contexte actuellement, nous sommes dans la période des nouveaux CAQES, puisqu'en effet, le cadre législatif du contrat a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale de 2020. Donc en effet, sa réglementation a légèrement évolué. J'ai voulu souligner 3 points qui changent par rapport aux anciens CAQES. Donc, la contractualisation est toujours obligatoire, mais uniquement avec les établissements qui sont ciblés au regard de leurs résultats sur des indicateurs qui sont prédéfinis. Et donc, ce ciblage est fait au niveau national. Donc, on reçoit les ciblages de la direction de la sécurité sociale du ministère et que l'on affine ensuite en région au regard des spécificités régionales. Et donc, le national a créé un nombre d'indicateurs qui sont les indicateurs nationaux en fonction des objectifs qu'ils souhaitent, eux, poursuivre et qui donc sont au nombre de 7 en 2022. Et il nous a laissé la possibilité en région de créer des indicateurs régionaux. Et donc, nous avons créé 4 indicateurs régionaux sur le volet produits de santé qui sont donc portés par l'Omédite et la DRSM, l'assurance maladie. Et donc, enfin, l'autre gros changement, c'est donc la suppression de la distinction entre un volet socle obligatoire relatif aux produits de santé et des volets optionnels. Dorénavant, les indicateurs du CAQES sont répartis dans 3 volets. Donc, on retrouve le volet des médicaments, produits et prestations, un volet relatif au transport et enfin le volet de la pertinence des actes, prestations et prescriptions en santé. Donc, ça s'est traduit en région en 2022 par la conclusion de 79 contrats pour une durée donc, de 2 ans et demi, puisqu'en fait, tout ça a pris un retard en raison de la crise sanitaire, comme vous le savez. Et donc, comme nous avons fait le choix de signer en région des contrats de 3 ans, ceux-ci vont donc s'exécuter jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, je vous ai mis la répartition par indicateur. On voit donc qu'il y a nos 7 indicateurs nationaux, 4 régionaux et une répartition assez homogène entre tous ces indicateurs. Et donc, puisque nous avons déjà eu 6 mois de réalisation en 2022, nous avons donc cette année mis en place la campagne d'évaluation de ces CAQES. Alors, donc on a une évaluation qui a été régionale, puisqu'elle a démarré en juin par 2 webinaires d'information avec les établissements de santé. Et ensuite, donc ça, c'est toujours... donc, on a une première période d'auto-évaluation, c'est la période de remplissage qui est faite par les établissements de santé qui dure 1 mois. Puis, une période d'évaluation par les évaluateurs, donc Omédite et Assurance Maladie, jusqu'à la fin de l'été. Et donc, c'était une période d'évaluation régionale puisqu'on avait des données régionales à cette époque. Et tout a été fait sur la plateforme ICARS, qui est une nouveauté également de cette année, qui est une plateforme qui va être utilisée par toutes les ARS au niveau régional, enfin au niveau national. Et donc sur les résultats nationaux, donc là, on a eu une transmission très tardive par le ministère des indicateurs nationaux, notamment des indicateurs pertinence, puisqu'on a reçu ces résultats début décembre 2023, donc il y a 3 semaines. Et donc tout ça a retardé la transmission des résultats aux établissements de santé. En fait, là, c'est vraiment une modalité du nouveau CAQES qu'il faut vraiment prendre en compte par rapport aux années précédentes
c'est qu'on n'a plus donc un volet socle obligatoire sur lequel tous les établissements sont ciblés. Certains établissements sont ciblés sur du national, d'autres sur du régional, certains sur les deux. Et donc, tout ça fait qu'on a des situations très, très différentes selon les établissements de santé. Et ensuite, on dépend du national par rapport aux indicateurs nationaux. Et donc, nous, en ce moment, notre souhait vraiment, c'est de pouvoir démarrer la période d'évaluation le plus vite possible, sachant qu'il faut qu'on paramètre nos résultats nationaux qu'on vient à peine de recevoir, pour ensuite un objectif de notification et de versement des crédits d'intéressement courant du premier trimestre 2024. Donc, en ce moment, c'est vraiment le cœur de nos travaux. Donc, par rapport à l'évaluation régionale qui a eu lieu, on a donc les évaluateurs de l'OMEDIT qui ont évalué leurs indicateurs, qui sont 3, donc la conciliation médicamenteuse, les biosimilaires et la voie sous-cutanée. Donc, on voit qu'avec les biosimilaires, par exemple, on a 100% d'atteinte par les établissements. C'est un peu plus faible pour les deux autres, sachant que c'est une première année de campagne. Donc, on a vraiment cette ambition que ça monte en charge sur les 2 prochaines années. Et du côté de l'assurance maladie, donc c'est le 4e indicateur régional qui est la conformité des prescriptions, qui est lui-même divisé en 4 sous-indicateurs, RPPS Finesse, la DCI et les ordonnances informatisées. Donc, on s'est rendu compte lors de l'évaluation qu'il y avait des résultats disparates sur ces 4 sous-items, puisque RPPS Finesse, les résultats sont bons, puisque voilà, ce sont des actions qui sont engagées dans les établissements déjà depuis un certain nombre d'années, déjà sous les anciens CAQES. Par contre, sur la DCI, les ordonnances informatisées, voilà, on s'est rendu compte qu'on était assez loin finalement des pratiques des établissements de santé. C'est notamment lors des échanges avec la cellule d'appui de l'OMEDIT qu'on a pu échanger avec les pharmaciens et se rendre compte de tout ça. Et donc, suite à ces échanges, on a modifié les règles d'attribution de points de cet indicateur. Donc, d'abord, on a décorrélé les 4 sous-items pour permettre d'avoir des attributions de quart de point. Comme ça, certains établissements peuvent toucher un intéressement partiel. Et donc ça, c'est mis en place dès à présent pour l'évaluation actuelle et pour les années 2023 et 2024. Donc l'évaluation en 2024-2025, puisqu'à chaque fois on a un an d'écart. On va diminuer les taux cibles sur la DCI et l'ordonnance informatisée de manière à ce que les établissements puissent plus facilement atteindre les cibles qui seront fixées. Et donc, c'est pour les années suivantes, puisque pour ça, il faut qu'on procède à une modification des contrats en cours, ce qui m'amène au point suivant, sur la contractualisation en 2024. Alors ça vient d'une demande des fédérations hospitalières de procéder à des travaux de ciblage annuels sur les données les plus récentes, de manière à pouvoir cibler les établissements vraiment au plus proche de leurs résultats annuels. C'est donc ce qu'on a fait cet été sur les données soit 2022, soit 2021. Parce qu'on retrouve la même problématique que pour l'évaluation. On a vraiment une transmission tardive sur certains indicateurs. Donc, voilà, selon la disponibilité des données, on est soit sur une année ou l'autre. Et donc, ces travaux de ciblage ont abouti à 2 situations. Donc, soit la révision des CAQES en cours, donc par voie d'avenant, soit la proposition d'un contrat à des nouveaux établissements qui ne sont pas signataires d'un CAQES actuellement. Donc, sur les avenants, on a 40 de nos 79 contrats en cours qui sont concernés par une révision de leur CAQES, soit parce qu'on leur propose un ou plusieurs nouveaux indicateurs CAQES, soit parce qu'on diminue le taux cible du 4e indicateur régional, comme je viens de le mentionner, soit les deux. Et donc, ces avenants s'inscrivent dans le calendrier du contrat initial, donc c'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer au 1er janvier 2024, voilà, là, dans 2 semaines, jusqu'au 31 décembre 2024, donc c'est un avenant d'1 an. Et ensuite, la deuxième possibilité, donc voilà, donc on a 8 établissements qui n'étaient pas signataires d'un CAQES en 2022 et qui ont reçu une proposition de contrat. Ce nouveau contrat, comme les précédents contrats, s'exécute pour 3 ans, puisque c'est la durée de contractualisation qu'on a choisie en région, donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Et je vous ai remis la répartition par indicateur, le même tableau que tout à l'heure, mais pour notre contractualisation à venir. Et donc, je voulais finir par quelques informations générales s'agissant de la contractualisation. À noter, donc, pour les nouveaux contrats, que 4 des indicateurs sont supprimés. Alors, il y en a 2, c'est au niveau national que ça s'est décidé. C'est une information ministérielle qu'on a eue récemment. Donc, les indicateurs nationaux EPA et Ezetimibe sont supprimés pour les CAQES à venir. Et sur le régional,
la conciliation médicamenteuse ainsi que la conformité des prescriptions disparaissent également. Donc là, c'est pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, on n'a plus de données transmises par les établissements puisqu'on n'a plus qu'une vision sur les établissements ciblés. Donc, ces indicateurs, attention, sont bien supprimés pour l'avenir. Donc, c'est-à-dire que les contrats en cours signés en 2022 sont toujours concernés par ces 4 indicateurs-là s'ils sont ciblés. Et en parallèle, sur nos indicateurs régionaux restants, donc biosimilaires et voies sous-cutanées, voilà, 2 nouvelles molécules qui sont proposées, l'infliximab pour les biosimilaires et le rituximab pour la voie sous-cutanée. Donc, ce processus de contractualisation a démarré le 5 octobre. Les établissements concernés ont reçu un mail d'information leur expliquant qu'ils allaient être ciblés soit par un nouveau CAQES, soit par un avenant, avec les ciblages qui étaient proposés. Il suit son cours actuellement. La procédure est réglementaire, donc on a suivi les périodes contradictoires qui sont imposées par les arrêtés. Et on a un objectif de signature de l'ensemble des contrats et avenants au plus tard au 31 décembre pour qu'ils entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Pour ma part, du coup, j'en ai terminé. Je peux laisser la suite, peut-être. Alors, bonjour à tous. Merci à l'Omédit pour son invitation. Donc, Yannick Sicot et moi-même sommes pharmaciens conseil à l'assurance maladie sur le site de l'île Douai. Et donc, Yannick Sicot a participé à l'expérimentation de l'indicateur CAQES Perfadom avec le centre Oscar Lambret en 2021. Donc là, notre intervention, c'est pour vous présenter du coup cet indicateur perfusion à domicile, Perfadom. Alors, tout d'abord, expliquer le contexte, pourquoi cet indicateur a été créé. En fait, après une période de quasi-stabilité de la dépense sur le secteur de la perfusion à domicile, donc on a constaté une progression de la dépense de l'ordre de 9 à 10% entre 2015 et 2018, avec un taux de progression de 9 à 10% par an. Il faut savoir qu'il y a 3 modes de perfusion donc, qui existent dans la nomenclature, avec des coûts très variables. Donc, il y a la gravité, donc le moins cher, après les diffuseurs et après les systèmes actifs qui sont les plus onéreux. Donc, les systèmes actifs. Pardon. Voilà, donc désolé. Donc, effectivement, donc là, on a vu le contexte. Pourquoi, en fait, il y a une augmentation de la dépense donc, sur le secteur de la perfusion à domicile. Donc, 3 grands modes de perfusion. Donc, gravité, diffuseur, système actif avec des coûts très variables, notamment donc, les plus chers, les systèmes actifs, ce sont les pompes et les pousses seringues. Il faut savoir qu'au niveau de la nomenclature LPP, elle a été remise à plat en 2019, avec notamment la création de nouveaux forfaits spécifiques justement pour ces modes de perfusion les plus onéreux, les systèmes actifs et les diffuseurs. Donc, l'objectif de cet indicateur, c'était d'inciter en fait les établissements de santé à prescrire le type de perfusion le plus efficient et donc le traitement le moins onéreux lorsque 2 modes de perfusion sont équivalents pour le patient. Donc, les établissements ont fait l'objet d'un ciblage. Donc, les ciblages se sont faits sur les prescriptions donc en PHEV, c'est-à-dire les prescriptions faites à l'hôpital et remboursées en ville, pour ces 2 modes de perfusion les plus onéreux, c'est-à-dire les systèmes actifs et les diffuseurs. Donc, les établissements ciblés, c'est ceux pour lesquels la dépense pour ces 2 modes de perfusion était supérieure au moins 100 000 € en montant remboursé, avec un taux de recours d'au moins 80%. Donc, l'objectif de cet indicateur, c'était de valoriser les établissements qui permettaient de faire diminuer la dépense sur ces 2 modes de perfusion. Donc, en fait, avec un calcul d'un intéressement à hauteur de 20% maximum des économies générées, donc en comparant les années N-1 et N sur la dépense pour PHEV pour ces 2 modes de perfusion les plus onéreux, donc diffuseurs et système actif. Donc, quelles sont les indications et les modes d'administration? Donc, le réseau Médit, en fait, a construit un algorithme d'aide pour les prescripteurs pour guider le choix du mode de perfusion le plus pertinent.
en fait, selon donc les différents modes. Et en parallèle, également un guide de bonne pratique pour les médicaments perfusables les plus courants. Donc déjà, on parle de perfusion quand il y a une durée d'administration d'au moins 15 minutes. Sinon, on ne parle pas de perfusion. Donc ensuite, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une précision de débit d'au moins 95% sécurisée avec des alarmes? Donc si c'est oui, le choix va se porter sur les systèmes actifs électriques, pompe et pousse-seringue, notamment si la durée minimale de perfusion est d'1 heure. Donc c'est le cas, par exemple, de la morphine ou du midazolam. Ensuite, il n'y a pas besoin d'une précision de débit importante à ce moment-là, c'est selon l'état du patient. Donc si le patient est mobile et que la durée de perfusion est d'au moins 30 minutes, on peut partir sur le diffuseur portable. Donc, c'est le cas notamment pour certaines chimiothérapies comme le 5FU. Et enfin, si jamais le patient est alité ou alors au moins immobile pendant la durée de la perfusion, à ce moment-là, on peut partir sur la gravité, notamment si la durée de perfusion est entre 15 et 30 minutes. C'est le cas notamment pour l'acide zolédronique ou alors certains antibiotiques de traitement court comme la ceftriaxone. Alors, la nomenclature par FADOM est constituée de 3 grands types de forfaits, des forfaits d'installation, de suivi, des forfaits de consommables et d'accessoires. Ces forfaits sont hebdomadaires, cumulables entre eux, avec quand même certaines règles de cumul et de plafonnement. Les forfaits d'installation prennent également en charge l'information et la formation du patient et des professionnels de santé. Le forfait de suivi prend en charge l'astreinte téléphonique, la livraison, la récupération et la désinfection du matériel. Et le forfait de consommables et d'accessoires, l'ensemble du matériel de branchement, de débranchement, ainsi que les pansements maintenant la perfusion. Donc, les modes d'administration ont un impact sur les montants des prescriptions hospitalières exécutées en ville qui sont suivies pour les établissements avec une forte disparité des coûts. On peut illustrer ça par 2 exemples. Alors, un exemple, une perfusion 1 fois par jour pendant 1 semaine, donc à peu près 700 € pour le mode système actif électrique, environ 500 en diffuseur et 120 € en mode gravité, ce qui fait des rapports entre la gravité et le diffuseur de 1 à 4 et à peu près de 1 à 6 avec le système actif électrique. Et un autre exemple, une perfusion par semaine pendant 4 semaines. Là, on est à peu près à 900 € au système actif électrique, contre un peu plus de 500 en diffuseur et un peu moins de 100 en gravité, ce qui fait des rapports de 1 à 6 et de 1 à 10 entre les différents modes de perfusion. En pratique, on va faire une illustration de ces coûts sur 2 prescriptions qu'on retrouve assez communément dans les établissements. L'exemple du 5-fluorouracil avec un schéma de perfusion d'une cure tous les 15 jours sur 46 heures. On voit que pour une cure en mode diffuseur, ça coûte à peu près 60 € contre 280 € pour la première cure en système actif électrique et 114,55 € pour les suivantes, ce qui fait un rapport de 1 à 5 et de 1 à 2. Et un autre exemple, la perfusion de ceftriaxone 1 fois par jour pendant 10 jours. Si c'est le mode gravité qui est choisi par rapport au mode diffuseur, il y a à peu près un rapport de 1 à 4. Donc, en ce qui concerne maintenant la prescription, donc la prescription doit être rédigée par un médecin et doit comporter certains éléments, notamment donc, le ou les produits à perfuser, le mode d'administration, le caractère ambulatoire ou non de ce mode, les modalités d'installation, est-ce que l'initiation et le remplissage se fait à domicile ou en établissement de santé, la voie d'abord, le nombre et la fréquence par jour ou par semaine des perfusions et la durée de la cure. À noter qu'un infirmier peut également prescrire certains forfaits, donc les forfaits d'entretien des voies centrales et les forfaits de débranchement d'un diffuseur ou d'un système actif qui a été posé en établissement. Par contre, c'est à l'exception des infirmiers qui ont un lien direct ou indirect avec les prestataires de services. Eux ne sont pas autorisés à prescrire. Alors, il existe un formulaire de prescription de perfusion à domicile, donc qui n'est pas opposable en fait pour la prise en charge par l'assurance maladie, mais par contre qui contient tous les éléments indispensables qui doivent figurer sur l'ordonnance. Et ce document en fait est mis à votre disposition sur le site de l'Omedit de manière interactive et qui peut être intégré à vos logiciels de prescription. Alors, comme vous le voyez bien, la nomenclature LPP est quand même assez complexe. Donc, il y a certains prestataires en fait qui ont fourni par le passé ou qui fournissent peut-être encore certaines ordonnances pré-remplies en fait, pour aider le prescripteur.
en fait, à savoir que cette pratique est formellement strictement interdite par la convention que les prestataires ont signée en 2016 avec l'assurance maladie. Les seules aides à la prescription qui sont autorisées sont ceux qui sont fournis dans certains journaux officiels et également ceux qui peuvent être fournis par l'assurance maladie. Donc là, on va vous parler de l'accompagnement concrètement. Donc ça s'appuie sur des outils. D'une part, des outils de l'Omédit, donc le référentiel Réseau Médit, qu'on peut consulter sur leur site, qui est mis régulièrement à jour. Voilà, ce référentiel, c'est une lexique qui, pour les principales molécules, indique le mode de perfusion recommandé. Et à côté de ça, l'Omédit a mis au point un outil d'évaluation des pratiques professionnelles qui permet de visualiser par un code couleur et un écart en pourcentage entre les modes d'administration dans les prescriptions de sortie et, en rapport à la conformité du référentiel. Et un outil de l'assurance maladie qui a un profil PHEV anti-infectieux qui identifie pour chaque anti-infectieux le nombre de prescriptions et ventilé par mode d'administration. Et concrètement, l'accompagnement opérationnel s'appuie sur une méthodologie qui consiste à une sortie d'archives par le service médical des prescriptions hospitalières exécutées en ville, qu'on classe par molécule. Ces prescriptions, elles sont confrontées au référentiel Réseau Médit. Elles sont alimentées dans l'outil EPP développé par le Médit, ce qui donne un résultat très visuel en code couleur et pourcentage, comme je vous l'ai dit, ce qui permet de dégager des axes d'efficience avec la possibilité pour l'établissement d'apporter des actions correctives ciblées au regard de cet état des lieux. Voilà. Remercie donc l'assurance maladie. Donc maintenant, on va voir le retour d'expérience en fait d'un établissement avec donc le centre Oscar Lambret, le Guillaume donc Mario. Me permet de rebondir sur les choses aussi, sur le discours de la science maladie. C'est vrai qu'on a des questions, on est bien sur une problématique de bon usage dans ce contrat et pas seulement d'économie. Ça, c'est important parce qu'on a des questions. Bien évidemment, que des fois, la bonne pratique, ça va être le système électrique. Pour la morphine, par exemple. Pour la cancérole, le 5FU, la bonne pratique, ça va être le diffuseur. Ça ne va pas être la gravité. C'est très important parce qu'on a beaucoup de retours par rapport à ça. Et ce qu'on encourage, c'est faire des économies, c'est sûr, pour la collectivité, mais par le biais du bon usage et pas faire n'importe quoi. Voilà, je me permettais de rebondir là-dessus. Merci pour votre intervention. Guillaume, à toi. Merci Julien, merci. Bonjour à tous. Et encore un grand merci à l'Omédit pour cette invitation, effectivement, pour pouvoir vous apporter ce modeste retour d'expérience. Donc moi, Guillaume Mario, pharmacien gérant au centre Oscar Lambret. Alors effectivement, Madame Fad a bien rappelé les responsabilités du pharmacien gérant au sein d'une pharmacie à usage intérieur. On va voir au travers de ce travail. Finalement, le pharmacien à usage intérieur, elle s'ouvre aussi vers l'extérieur avec ses prescriptions de perfusion à domicile. Donc peut-être qu'un jour, le terme de PUI évoluera en intégrant le terme extérieur. Enfin voilà, ce petit aparté. Alors un petit élément de contexte avant d'arriver vraiment sur le sujet des perfadom. D'où est partie chez nous cette réflexion et ce travail? Ça a démarré en 2017 avec cette intégration au niveau des CAQES, la thématique des liens avec les prestataires de santé. On va dire que ça a été le terreau de notre réflexion. Ces indicateurs qui nous poussaient à finalement mettre en place signer des conventions de bonne pratique avec les prestataires, de nous engager à leur côté et eux vice-versa par rapport effectivement aux obligations et aux droits. Ça a initié au sein de l'établissement énormément d'échanges avec le personnel infirmier, avec le personnel médical, puisque les liens avec les prestataires, de manière très historique, fonctionnaient de manière pas forcément très cadrée. Et apporter un cadre dans ce domaine, ça a un peu challengé les organisations. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça a été, on va dire, une grande nouveauté au sein de l'établissement. Et en 2019, comme vous pouvez le voir, on a adopté donc, le modèle de charte de bonne pratique que l'on a fait signer avec les prestataires avec qui on travaille maintenant. Alors, cette charte, on ne s'est pas arrêté là. On a mis en place aussi un cahier des charges interne qui nous permet d'apporter un certain nombre de critères complémentaires en termes de qualité et de sécurité. Parce que la charte, pour ceux qui la connaissent, on va retrouver vraiment les grands aspects réglementaires en termes de droits et d'obligations. On a voulu apporter finalement, nous, notre touche pour garantir une qualité, une sécurité optimale de la prise en charge de nos patients. Donc, ce cahier des charges, il est géré par une cellule en interne qui est coordonnée par une cadre infirmière qui est référente prestataire. C'est bien sûr un document qui est travaillé en lien avec la CME et l'ensemble du corps médical. Et ces demandes, finalement, de nouveaux prestataires qui veulent travailler avec nous, ces demandes sont analysées par cette cellule
la CME, le pharmacien gérant et la direction des soins infirmiers. Ce qui nous permet d'avoir une liste institutionnelle de prestataires qui peuvent intervenir et que l'on propose à nos patients, puisque, je le rappelle, c'est au choix du patient de choisir son prestataire. Alors, dans cette continuité, en 2019, dans le cadre de la signature de ces chartes, on a remis à plat un certain nombre de pratiques, notamment l'achat des diffuseurs par l'établissement. Alors, de manière très historique, les prestataires intervenaient au sein de l'établissement lorsqu'ils prenaient un patient en charge, puisqu'on parlait des prescriptions de 5-fluorouracil à domicile. Les prestataires apportaient les diffuseurs. Donc, c'est une pratique à laquelle on a mis fin en 2019. Pour l'établissement, ça représentait tout de même un certain coût, puisqu'on a une volumétrie qui n'est pas négligeable, plus de 2000 diffuseurs branchés au sein de notre établissement par an. Donc, ça représente à peu près un surcoût pour l'établissement de 20 à 25 000 euros de manière annuelle. Donc, suite voilà, à ce changement de pratique, on a échangé avec les prestataires. Et là, j'ai senti que ça commençait à grincer des dents, qu'il y avait des problématiques qu'on n'avait sans doute pas identifiées au-delà du simple apport du diffuseur. Et c'est là que je me suis finalement penché sur la Perfadom. Alors, ce petit pharmacien qui en bas voulait rajouter des lunettes et une barbe, et c'était moi en 2019. Pharmacien hospitalier, classification Perfadom, et Xico l'a bien dit, ce n'est pas forcément la classification la plus claire, la plus simple à analyser, mais il m'a bien fallu me plonger dedans. Alors, voici un petit tableau récapitulatif à l'époque. Les données, on verra par la suite, ont évolué depuis. Mais en 2019, quand on s'est focalisé effectivement sur cette thématique, on travaillait, voilà, petit pointeur, tant que le prestataire fournissait le diffuseur à l'établissement, le prestataire pouvait facturer un ensemble de forfaits, donc un forfait de suivi et un forfait de consommable, ce qui représentait un montant d'un petit peu moins de 78 € à l'époque de prise en charge par patient. Et finalement, à partir du moment où le prestataire ne fournissait plus le diffuseur, ou l'établissement le fournissait, on arrivait dans ce cadre-là. Effectivement, j'ai très vite compris que de passer de 78 à 13,80 €, ça posait un certain nombre de problématiques pour le prestataire, en termes de coordination, de gestion d'astreinte, en termes aussi d'élimination des déchets, récupération du matériel. Et effectivement, il a fallu commencer à échanger avec eux. À l'époque, les premiers prestataires avec qui j'ai échangé sur ce sujet m'ont dit vous êtes l'un des premiers pharmaciens hospitaliers à me parler de la classification Perfadom. Alors maintenant, je pense que ça a bien changé puisque c'est une thématique qui est connue de beaucoup de personnes. Mais à l'époque, c'est vrai que ça a été encore assez confidentiel. Et c'est vrai que le pharmacien, au sein de sa PUI, n'avait pas forcément ces notions. Alors, je l'ai mis aussi à titre indicatif à l'époque. Vous voyez, comme l'a très bien précisé tout à l'heure Yannick Sicot, les systèmes actifs, on est sur des coûts qui sont beaucoup plus importants, avec de l'ordre de 300 € pour la première cure et après de l'ordre d'un peu moins de 140 € pour les cures suivantes. Alors, 2019, ça a été aussi une nouvelle opportunité et je vais en arriver à l'expérimentation de cet indicateur Perfadom. Donc, fin 2019, il a été proposé aux établissements volontaires de tester de nouveaux indicateurs. Le centre Oscar Lambré, on avait commencé à travailler sur cette réflexion. On s'est porté volontaire effectivement sur cet indicateur au niveau régional. Et début 2020, effectivement, nous avons eu l'opportunité de pouvoir être validés comme expérimentateurs. 2020, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les établissements hospitaliers. A priori, nous avons tous été fortement impactés par d'autres activités, par voilà, d'autres choses. Bon. Donc finalement, c'est surtout en 2021 que ce travail sur les Perfadom, les prescriptions à domicile, a pu démarrer, et notamment l'accompagnement par l'ARS, l'Omedit, l'assurance maladie, et je les en remercie encore pour tout cet accompagnement. L'année 2021, c'était aussi voilà, énormément d'échanges avec les prestataires. Malheureusement, sur cette époque-là, on a été obligé de repasser sur des systèmes actifs pour la perfusion du 5FU à domicile, puisque pour 13,80 €, il n'était pas possible pour les prestataires de prendre en charge nos patients. Donc, sur une partie de 2021, nous avons dû refaire la bascule vers les systèmes actifs, comme je l'ai dit, étaient plus onéreux. Ça a été pour nous aussi l'occasion en interne de resensibiliser les prescripteurs, de nous approprier les outils qui ont été présentés, les référentiels Réseau Médit, les formulaires de prescription Perfadom, pour voilà, essayer d'emmener le corps médical avec nous sur ces sujets.
Alors 2022, grande année pour nous, puisque ça a été la révision de la classification Perfadom et l'évolution des forfaits, notamment concernant le remplissage des diffuseurs de 5 FU. Et la classification, clairement, s'est simplifiée, a été beaucoup plus nette sur le sujet. À partir du moment où le remplissage et le branchement d'un diffuseur de 5 FU était fait au sein de l'établissement, c'était à l'établissement de le fournir. Et là, on voyait finalement un forfait de suivi spécifique qui a été rajouté aux 13,80 € du forfait consommable, et pour arriver sur un montant total d'à peu près 60 € par patient, ce qui nous a permis de réenclencher les échanges avec l'ensemble des prestataires avec lesquels on travaille. Ça a aussi revu au parallèle le coût des systèmes actifs. Et pour nous, ça a été l'occasion de rebasculer sur le diffuseur. C'est qui était voilà, notre choix premier. On a communiqué aussi auprès de nos patients, parce qu'on a vu aussi beaucoup d'insatisfaction patients vis-à-vis des systèmes actifs. Et donc, on a largement communiqué au sein de l'établissement et en sortie sur ce choix pour expliquer aussi à nos patients qui étaient actuellement sous système actif pourquoi on repassait sur diffuseur. Donc ça, la communication patiente a été très importante sur le sujet. Alors, ce qui a vraiment permis d'accompagner cette évolution, je vous l'ai mis ici, c'était, et là je remercie les équipes de développement en interne chez nous. On a une équipe fonctionnelle qui gère tout le DPI. Nous avons pu informatiser au sein de DXCare, donc notre logiciel DPI, le formulaire de prescription Perfadom et pré-remplir un certain nombre d'items pour pouvoir apporter la prescription la plus simple pour le prescripteur. Et donc maintenant, les prescripteurs, pour le débranchement notamment des diffuseurs de 5 FU, ont des modèles types qui sont pré-paramétrés en fonction des types de diffuseurs, avec les informations nécessaires, parce que comme vous le voyez, il y a tout de même un certain nombre d'informations à renseigner sur ces formulaires, et ce n'est pas forcément évident pour le prescripteur. Donc plus on peut l'accompagner, et plus il va forcément adhérer à la démarche. Alors, on ne s'est pas intéressé qu'aux 5 FU, on s'est intéressé aussi aux autres perfusions à domicile, puisque vous imaginez bien que nos patients bénéficient bien d'autres thérapeutiques, soit des antibiotiques, des antiémétiques. Là, on a énormément travaillé aussi avec l'assurance maladie, qui a permis de nous fournir aussi des exemples concrets de prescriptions qui sortent de chez nous, parce qu'en tant que pharmacien hospitalier, on ne va pas les voir passer, celles-là. Elles vont être pour se tracer dans le DPI, mais on ne va pas les voir passer systématiquement. Et donc, avoir cet échange, avoir je vais vous le montrer, des exemples concrets, ça va permettre de retourner vers les prescripteurs, de pouvoir les sensibiliser sur ces thématiques et de pouvoir harmoniser les pratiques. C'était vraiment un gros travail qui a été fait en lien avec la CME durant un certain nombre de mois, voire d'années. On a quelques exemples concrets que j'avais présentés en CME. Des prescriptions qui sortent de chez nous. Le but, tout avait été anonymisé. Le but, ce n'était pas du tout d'être stigmatisant vis-à-vis d'un prescripteur, mais plutôt d'essayer de montrer vraiment au prescripteur ce qui sortait réellement de l'établissement. Là, on voit un exemple de Rocéfine, donc un antibiotique qui sort en 30 minutes par diffuseur à domicile, donc pas forcément de logique à cela. Un autre exemple où là, les prescripteurs déjà avaient un peu de mal à comprendre comment renseigner. On avait mis toute une tripotée thérapeutique prescrite dans le cadre, encore sur diffuseur. Donc voilà, tous ces exemples avec à chaque fois le coût que cela représente versus la perfusion par gravité, ça a permis de sensibiliser nos prescripteurs de manière concrète. Et donc, ce retour d'expérience, vraiment, pour moi, il y a 3 piliers. Les 3 clés de la réussite de ça va être de sensibiliser les prescripteurs par des exemples concrets. C'est vrai que quand on leur parle de prescription, il est bien de pouvoir leur montrer effectivement des choses concrètes qui sortent de l'établissement. Là, ça va leur parler. Ça va effectivement permettre de faire avancer les choses. Le deuxième point, c'est l'harmonisation collégiale des pratiques. Ce n'est pas le pharmacien seul dans son coin qui va pouvoir faire avancer tout seul ce sujet. C'est vraiment un sujet qu'il faut porter, je pense pour les anti-infectieux, avec la commission des anti-infectieux notamment, avec la CME plus largement sur ces sujets que les prescripteurs. Et pour moi, vraiment, le vrai sujet, c'est l'informatisation de ces formulaires, puisque comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre d'informations à renseigner. Une collègue médecin avec qui je discutais il y a quelques temps me disait, tu sais, les prescripteurs sont fainéants. Fainéants dans le bon sens, c'est qu'à partir du moment où on leur demande de cocher trop de cases, remplir trop de champs, ils ne vont pas le faire, ils vont chercher à aller à la simplicité. Si finalement on a la capacité de leur fournir des modèles qui sont conformes, qui respectent les référentiels et qui leur permettent de gagner du temps, ils vont forcément les adopter et ça facilitera la mise en place de ces pratiques. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention.